Je suis en compagnie de Bélande Joseph. Bélande est éducatrice de la petite enfance. Elle est éducatrice de la petite enfance depuis de nombreuses années. Combien d'années maintenant? 22 années. 22 années. 30 ans d'expérience avec les enfants. C'est énorme. On dirait même pas que il pourrait avoir 30 ans d'expérience avec les enfants. Mais elle s'est spécialisée au cours des dernières années dans le développement du cerveau de l'enfant. Et c'est passionnant. On en parle souvent dans les capsules, mais vous allez rester avec nous parce que vous allez voir, vous allez certainement entendre des choses que vous n'avez jamais entendues avant et découvrir des choses qui vont éclairer un peu votre expérience et votre vécu. Parce que les neurosciences que tu étudies et que tu as étudiées depuis un certain temps, c'est une nouvelle science. Et les neurosciences qui étudient le côté affectif, le côté des émotions, le côté des sentiments, c'est nouveau. Puis, Oui, c'est très nouveau. Qu'est-ce qui fait que tu as décidé d'aller étudier les neurosciences? Mais en regardant les enfants, il faut comprendre aussi leur développement. Qu'est-ce qui est derrière les comportements des enfants? Alors, en premier lieu, j'ai eu une formation avec le docteur Neufel, un psychodéveloppementaliste. Alors, sur l'intensité dans Neufel, intensité Neufel. Alors, c'était savoir la maturité du cerveau. L'essentiel, c'était de comprendre que les jeunes enfants, le contexte préfrontal n'est pas encore développé. Alors, c'est ce qui montre, c'est ce qui démontre leur comportement. Alors, un jeune enfant qui réagit comme une tempête émotionnelle, il ne comprend pas encore. Il n'est pas encore au niveau de maturité. Son cerveau, excuse-moi, n'est pas encore mature pour pouvoir comprendre. Qu'est-ce qu'il comprend pas, l'enfant? Un enfant qui fait une crise, à un moment donné, incontrôlable, il fait une crise, il veut avoir des bonbons, il veut pas aller se coucher, il veut pas prendre son bain, il veut pas brosser ses dents. Qu'est-ce qu'il comprend pas quand il fait sa crise? Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est parce que le cerveau est encore immature. Vu que son contexte développemental, son contexte préfrontal n'est pas encore développé. Alors, ce qui signifie, l'enfant, c'est l'environnement qu'on veut dire qui mature le cerveau. Oui. C'est la relation des parents, la relation bienveillante, la relation aimante, la relation soutenante avec les parents qui développent le cerveau de l'enfant. Contrairement à ce qu'on peut penser, puisque je vois souvent des parents qui cherchent des jeux éducatifs, qui cherchent des livres éducatifs, alors que la neuroscience se rend compte que, comme tu dis, ce qui développe les communications entre les neurones, parce que c'est ça qui fait qu'on peut penser, qu'on peut gérer nos émotions, qu'on peut analyser, qu'on peut penser, c'est la relation avec les parents. C'est ça qui est fondamental. Mais pour en revenir à l'enfant qui fait une crise, tu dis, il n'a pas encore le cerveau mature, mais dans ton texte, parce que j'ai écrit un excellent texte que vous allez pouvoir voir sur notre site web, j'ai l'impression que c'est comme si les émotions arrivent, puis l'enfant est comme aux prises avec des émotions qu'il ne comprend même pas lui-même, n'est-ce pas? C'est comme si il y a de la colère, ou il y a de la peine, mais il sait pas d'où, il comprend même pas pourquoi il y a de la peine des fois. Oui, c'est comme dit la pédiatre franco-britannique, le docteur Catherine Guéguen, l'enfant est dominé par son cerveau archaïque. C'est ça. Alors, l'enfant ne peut pas contrôler ce qu'il ressent. Alors, c'est l'empathie, c'est la relation bienveillante de l'adulte qui entoure l'enfant, que ce soit les parents ou les éducatrices avec qui les enfants sont toute la journée, qui va maturer le cerveau. Oui. L'affection mature le cerveau. Alors, quand un enfant fait une crise, peu importe ce qui cause la crise, mais c'est pas un trouble. Ça va arriver souvent, c'est pas nécessairement il y a un trouble développemental, il y a une maladie, c'est l'enfant est jeune, c'est son cerveau qui est immature. Alors, c'est d'aller avec l'enfant, de lui parler, c'est de le faire comprendre, de faire sentir à l'enfant qu'il est compris, comme en étant douce avec l'enfant. En le laissant faire sa crise, des fois aussi, hein. En respectant le fait qu'il fait une crise, mais c'est pas
c'est pas une atteinte personnelle qu'il est en train de faire à mon égard. Il n'est pas en train de défier mon autorité. Il est en train d'exprimer des émotions qui se sont emparées de lui, puis qu'il ne sait pas trop comment s'en défaire. Mais l'enfant, dans le cas d'une crise, l'enfant ne fait pas exprès. C'est ça. Ce qui arrive, c'est parce que les structures cérébrales ne sont pas suffisamment fonctionnelles. Alors, l'enfant ne fait pas exprès, il ne peut pas gérer ses émotions, il ne peut pas faire autrement. C'est l'entourage qui va faire maturer le cerveau. Puis quand on parle de l'entourage, on parle, tu dis, d'une relation aimante, une relation soutenante. C'est de l'écoute aussi. Écouter l'enfant, lui laisser la place pour s'exprimer. Parce que si on n'écoute pas, puis si on juge, je sais en quelque part dans ton document que tu nous as préparé, puis quand on s'est échangé avant, tu dis, on ne peut pas dire à l'enfant, cesse de faire ses comédies, arrête de pleurer, c'est ridicule, t'es pas un bébé, je veux plus entendre ça, je veux plus que tu pleures. Ça donne rien. Oh, exactement, c'est quelque chose que nous ne devons pas faire. Parce que l'enfant exprime ses émotions. C'est ça. Parce que si, par exemple, on refuse un biscuit avant le coucher, on avait dit un biscuit, l'enfant voulait 3. L'enfant s'exprime, alors on laisse exprimer ses émotions. C'est ça. C'est pas une folie, mais c'est l'immaturité du cerveau qui permet que l'enfant agisse de ça en sorte. C'est ça. Donc, il est en train de grandir, c'est pas des caprices. Ce ne sont pas des caprices. Il n'est pas en train de développer des mauvais tournants. Il n'est pas en train de défier ses parents. Il est en train d'exprimer sa peine, que lui voulait avoir 3 biscuits, mais qu'on a mis une limite à 1. Oui, sans oublier quand même l'enfant peut pleurer, l'enfant a le droit de pleurer. Il y a ce qu'on appelle aussi les larmes comme que l'enfant doit verser. Oui. Alors, c'est normal que l'enfant pleure, mais il faut que le parent sache sa limite reste sa limite. Parce qu'on a besoin de limites pour grandir. Absolument. Comme dit le psychosociologue en français, Jean Epstein. Alors, l'enfant a besoin de limites. Le parent peut dire oui, peut dire non. Mais toujours, jamais comme si c'était une accusation de l'enfant. Dire non, l'enfant doit comprendre pourquoi le parent dit non. Oui. Tu peux avoir un biscuit avant de te coucher, pas 3, parce que un biscuit, il y a beaucoup de sucre, puis ça peut t'empêcher de dormir. Ouais. Pas parce que moi, j'ai décidé. Ouais. Mais parce qu'il y a une raison. Donc, l'enfant doit connaître les règles pour les appliquer. S'il ne connaît pas les limites, il ne peut pas les appliquer. Oui, c'est important les limites. Puis, d'un côté aussi, quand l'enfant démontre ses comportements, on va dire inacceptables à nos yeux, alors, ça ne nécessite pas de la punition. L'adulte ne devait pas utiliser un comportement punitif face à l'enfant. C'est de montrer la compréhension, comment l'enfant ressent. Oui, on peut parler. Oui, si l'enfant a besoin peut-être d'être seul ou un retrait de sa chambre, mais sans montrer que punitif. Non, parce qu'on sait que les punitions donnent rien. Oui, c'est ça. On le sait très bien, tout le monde le sait. On a tous puni, on a vu que les punitions, ça donne rien parce que l'enfant va recommencer. Et des fois, ça peut faire le contraire à long terme de ce qu'on voudrait que ça fasse. Mais la limite est importante et l'enfant doit comprendre la limite qu'on impose. Les règles sont importantes, mais respecter les règles, c'est important, mais le faire dans la bienveillance, pas le faire comme si... Trop souvent, j'ai vu des parents, puis on a probablement tous été comme ça aussi, en pensant que c'est un affront, ce que je dis. Alors, c'est pas un affront du tout. C'est pas un affront, c'est un enfant qui veut s'exprimer. Oui, exactement. Puis aussi, punir un enfant pour quand il démontre des comportements inacceptables comme ça, face à son immaturité du cerveau, c'est comme on punit quelqu'un pour quelque chose qu'il ne sait pas encore. C'est ça. Alors, l'enfant est en développement. Oui. Alors, nous autres adultes qui l'entourent, nous sommes un modèle pour l'enfant. Nous sommes là pour le modeler. Je suis tellement contente que tu dises ça, Bélane, parce que les enfants, surtout de 0 à 7 ans, apprennent beaucoup par l'imitation des parents. Ils nous imitent. Donc, si l'enfant fait une crise ou frappe son frère ou quelque chose comme ça, regardez votre propre comportement à vous, à savoir, est-ce que c'est ce genre de comportement que vous avez? L'enfant imite toujours. À l'adolescence aussi, on va reconnaître chez nos enfants les mêmes comportements que nous avons. L'enfant
apprend beaucoup plus parce que l'on est que parce que l'on dit, n'est-ce pas? Oui, mais l'imitation est primordiale comme dans Absolument. notre pédagogie Waldorf Absolument. Steiner. Alors, Oui. on met beaucoup de l'accent sur l'imitation. Puis la parentalité positive, dont on entend beaucoup parler ces temps-ci, c'est une parentalité qui a une autorité, qui est autoritaire, mais qui est bienveillante en même temps. Oui, exactement. Comme je pourrais dire, j'aime bien la phrase de psychosociologue Jean Epstein qui dit « Discipliner un enfant, c'est l'aimer. Oui. Dire non à ton enfant, dire oui à ton enfant, c'est aussi aimer ton enfant. » Mais attention, discipliner, ça ne veut pas dire frapper. Exactement. Alors, il faut comprendre qu'est-ce qu'on veut dire par discipline. Ouais. Discipline, c'est imposer des limites qui sont logiques, que l'enfant comprend. C'est pas frapper l'enfant parce qu'il a décidé à 2 ans de tourner son verre de jus à l'envers. Ça, il est en train de dire hey, « regarde qu'est-ce que je suis capable de faire », puis il trouve ça drôle. Mais c'est parce qu'il est en train d'explorer son monde. Si tu veux pas qu'il tourne son verre de jus à l'envers puis qu'il renverse du jus partout, mais donne-lui un verre de jus avec un couvercle ou demande-lui de venir t'aider à essuyer le jus. Mais c'est pas un affront aux parents. Il n'est pas en train de définir qui que ce soit. Oui, exactement. C'est parce que des fois, les parents attendent parce on regarde l'enfant, ils comprennent, ils lisent ou ils parlent. Puis un jeune enfant aussi, ils peuvent même capable d'apprendre à lire à 3-4 ans, dépendant, si on le stimule. Oui. Mais c'est pas nécessairement, il y a la capacité de raisonnement. Oui. Comme il y a plein de choses que l'enfant n'arrive pas à comprendre au niveau de son cerveau. Tant que c'est pas maturé, alors l'enfant n'arrive pas à comprendre. Je travaille dans le système Waldorf, la pédagogie Waldorf qui a été créée par Rudolf Steiner il y a un siècle. Et il avait vu juste. Quand il disait l'enfant de 0 à 7 ans, ce qu'il apprend, ce qu'on veut qu'il apprenne, ce qu'il a la capacité intérieure d'apprendre, c'est que le monde est bon. Mais s'il n'apprend pas que le monde est bon, il va apprendre que le monde n'est pas bon. Et parce que c'est ce qu'on fait. Naturellement, c'est ça. Oui. Donc, important, comme tu dis, que le parent soit bienveillant, qu'il y ait de l'affection. On ne peut pas trop aimer notre enfant. On ne peut pas avoir trop de tendresse auprès de notre enfant de 0 à 7 ans. Ce n'est pas des caprices. Non, ce ne sont pas des caprices. Non. Parce que le cerveau de l'enfant a besoin de cet amour, cette affection pour maturer. Oui. Oui. Et de 7 à 14 ans, ce que Steiner dit, c'est que l'enfant apprend, c'est les années de la préadolescence, l'enfant s'ouvre sur le monde. Il apprend que le monde est beau. Donc, ce qu'il cherche, à cet âge-là, on aime lui présenter des belles histoires, des personnes qui ont réalisé des grandes choses dans la vie. Les peuples anciens, ils sont fascinés par les Vikings, ils sont fascinés par les Incas, les Mayas, ils sont fascinés par les Égyptiens, par tout ce qui vient avant, tout ce qui est l'architecture, les cavernes, la nature, de 7 à 14 ans. Et de 14 à 21, l'enfant apprend que le monde est vrai. Alors, c'est-à-dire que mon cœur, ma tête et mes gestes disent la même chose. Ils perçoivent très rapidement si c'est vrai. Parce que leur cerveau est rendu à ce point d'être capable de comprendre ces choses-là. Oui, j'aime beaucoup la pédagogie, bien que ça fait 7 ans que je suis dans cette pédagogie, parce que quand on prend les jeunes enfants, c'est ça, l'accent, on le met sur le mouvement, les mains. Et c'est vrai qu'on dit aux enfants que le monde est beau. On met l'accent sur tout ce qui est beau. Oui. Parce que je sais que dans la société, on dirait il y a beaucoup de craintes autour, comme il y a beaucoup de craintes. Alors, les enfants ne devraient pas être exposés à certaines choses qui ne répondent pas encore à leur développement. Alors, dans la pédagogie, c'est ça, on met l'accent sur tout ce qui est positif. Les fleurs, comme le soleil, on met beaucoup l'accent sur tout ce qui est beau. Oui, et puis, même si on dit que le monde a des problèmes présentement, puis Dieu sait que nos sociétés ont des gros problèmes présentement, des fois on se demande où l'humanité s'en va, mais on ne sauvera pas l'humanité si on ne peut pas apprécier soi-même et faire apprécier à nos enfants ce qui est beau. Il y a encore du beau dans le monde. L'émerveillement, on en parlait avant même la capsule. L'importance de s'émerveiller devant une fleur, devant un comportement de nos enfants. L'importance de trouver ça drôle, qu'est-ce qu'il vient dire le petit de 2 ans. De s'émerveiller devant cette intelligence qui n'est pas une intelligence d'un cerveau complètement formé, mais qui est une intelligence très proche de la nature. Oui, l'émerveillement,
fait partie de l'enfance. C'est là aussi, l'adulte, des fois, on passe à côté parce qu'il y a une incompréhension de l'enfance. Parce qu'un jeune enfant, des fois, on peut le prendre pour têtu. Quand on l'emmène, il tient à regarder le papillon qui s'envole. Oui, et c'est ça, l'émerveillement. Il va laisser les mains de l'adulte pour aller attraper, je sais pas, la mouche ou un pissenlit qui est par terre. C'est ça, l'émerveillement. Alors, c'est très important dans la vie d'un jeune enfant. Comme c'est important que les adultes comprennent ce qui entoure l'enfance, comme l'émerveillement. Puis, toute cette maturation du cerveau, c'est-à-dire les conduits qui se forment entre les neurones, dépendent de comment on peut enraciner nos enfants dans l'amour. À la maison. Tu sais, je dis toujours, moi, à la maison, c'est quand on arrive, on dit « Ah, je suis arrivé chez moi. » On m'aime inconditionnellement ici, chez moi. Peu importe ce que je fais, les gens m'aiment. Ça ne veut pas dire qu'ils sont toujours d'accord, mais ça veut dire qu'ils m'aiment. Bilan, est-ce qu'il y a autre chose à dire avant qu'on... Oui, c'était comme, oui, on a parlé de neurosciences, mais il y avait aussi le docteur Catherine Guérin qui parle toujours de neurosciences affectives. Oui. Neurosciences affectives, c'est ce qu'on a dit aussi, le lien, la relation parentale, la bienveillance, qu'est-ce que ça donne. La qualité de la relation avec un enfant a des répercussions très, très importantes sur le développement de son cerveau. Puis si ça a des répercussions sur le développement du cerveau, moi j'aime beaucoup le groupe Communique qui sont à Montréal et qui mettent l'accent toujours sur la relation. Quand il y a une décision qui doit être prise à cause d'un conflit ou à cause, peu importe, entre les parents et les enfants, il faut que ce soit bon pour l'enfant, il faut que ce soit bon pour le parent, que les deux ont la perception que c'est bon et que ce soit bon pour la relation. Oui, parce que c'est une condition, comme a dit encore le docteur Catherine Guérin, je vais le citer souvent parce que j'ai lu beaucoup sur tous ces livres. C'est la condition fondamentale pour une évolution optimale du cerveau. Alors, pour terminer, on va dire, tous les chercheurs du monde entier s'entendent pour dire c'est ce qui permet au cerveau de se développer de façon optimale. La relation avec les parents, une relation harmonieuse et vraie. Oui. Qui ne veut pas dire qu'on laisse toujours l'enfant faire ce qu'il veut. Mais quand on met des limites, c'est pas parce que moi, ça me dérange que tu fasses ça, mais c'est parce que c'est mieux, c'est comme ça. Oui. C'est important aussi de laisser l'enfant prendre des risques, hein? On n'en a pas parlé, mais quand l'enfant qui développe ses talents, qui va vers l'extérieur, doit prendre des risques. C'est comme ça qu'on apprend. Oui. On se trompe, on fait des erreurs, on apprend. Mais ça, ce sera pour une autre capsule. Oui, puis pour finir, pour dire encore, cette relation-là, c'est pas juste les parents. C'est avec tous les gens que les enfants côtoient. Parce que les enfants, on n'oublie pas qu'ils passent toute une journée à l'extérieur de la maison, soit à la galerie ou à l'école. Alors, les gens qui l'entourent, devraient avoir une bonne relation bienveillante et aimante. Et les parents doivent récupérer le soir à la maison si ça n'a pas été fait le jour. Moi, j'ai toujours dit avec mes enfants, le soir, je récupérais. Oui. Je défaisais ce qui avait été fait le jour. D'accord. Pas par tous les enseignants, mais souvent. Alors que leur estime de soi, alors qu'ils avaient été jugés, alors qu'ils avaient été humiliés pour des choses qui étaient tout à fait normales pour leur âge, moi, comme parent, c'était de les écouter. Et puis pas de dire « Ah, t'avais raison », mais d'écouter leur frustration pour qu'ils puissent évacuer ça, c'est très ce stress. Oui, ça permet à l'enfant de se sentir compris. Oui. Hey, merci beaucoup. Puis je vous invite à aller voir sur notre site web un texte qui a été rédigé par Bélance, justement, sur le développement du cerveau de l'enfant. On parle surtout du jeune enfant, mais ça vaut pour tous les âges. Et puis, des fois, c'est ça qui nous fait comprendre nos propres blessures d'enfance. Des blessures qui sont arrivées malgré tout l'amour que nos parents avaient pour nous, qui ne savaient peut-être pas toujours, mais ils ne savaient pas ces choses-là. Ça arrive des découvertes. C'est très récent aussi, les neurosciences affectives et sociales, mais on savait que la science cognitive était très vieux. On savait que le cerveau nous permet d'apprendre à compter et à lire. Oui. Mais les neurosciences affectives et sociales, c'est très récent. Ça nous apprend à vivre. Oui. En relation avec les autres, à être bien, à avoir confiance en soi. Merci beaucoup.
Pour plus d'informations ou pour participer aux ateliers offerts par la Maison Marie-Louise, rendez-vous sur notre site Internet.